Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Exceptionnellement, aujourd'hui, compte tenu des circonstances, il n'y a pas d'analyse action. On va mettre quand même l'accent sur le CAC 40 qui subit sa première baisse d'ampleur, encore toute relative, mais quand même, c'est assez important pour que l'on y accorde un peu d'importance. Et la totalité de cette vidéo, les analyses actions reprendront dès qu'on y verra un petit peu plus clair. Et nous avons d'ores et déjà créé la surprise ici avec un gap baissier 6889-6864. Alors bon, il y a plusieurs façons de définir le gap, mais a priori celui-ci serait un gap de rupture car il met fin, encore une fois, a priori, à la tendance précédente qui était la tendance qui était donc haussière. Alors, les gaps de rupture invitent à considérer que, je l'ai dit, la tendance haussière a été terminée. Mais ça ne veut pas dire que la tendance baissière débute. On l'a dit, on l'a répété. Lorsque l'on a un gap de rupture baissier et qui apparaît et qu'une tendance haussière est terminée, on a plus souvent une latéralisation qu'une baisse. Je vous montre les précédentes occurrence de ce phénomène. Vous voyez, j'ai pris uniquement les cas où on avait une hausse conséquente avant, et vous voyez ici, bon, c'est même très conséquent, on a une hausse de 19%. Alors là, pour le coup, vous voyez, on a cassé la tendance haussière, après on a latéralisé des mois et des mois et des mois, on n'est jamais revenu en dessous de la tendance haussière, et au contraire, hein, on est reparti sur des records. Là, c'est la même chose, 25% de hausse, une cassure de cette tendance haussière, une latéralisation et derrière une reprise de la hausse. Alors bien sûr, rien ne se reproduit à l'identique, mais bon, les graphes ont tendance à bégayer un petit peu, et c'est pour ça qu'on ne peut pas privilégier la baisse a priori. Alors comme je l'ai expliqué la dernière fois, il est toujours important, intéressant d'avoir des Fibonacci sous la main, parce que les traders, encore une fois, aiment bien rentrer sur les niveaux de Fibonacci quand ils considèrent que la correction va s'arrêter, qu'on va reprendre dans le sens initial. Et on avait déjà signalé à moult reprises que le premier niveau qui pourrait donc intéresser les traders, c'est les 23,6% de Fibonacci. Et puis le deuxième, il est à 38,2% de Fibonacci, qui a d'ailleurs le bon goût de se situer à l'intérieur de la zone de support journalière des 6688-6157. Alors attention, j'invite à regarder les matrices de trading intraday que je vous propose sur le site, parce que regardez où s'est arrêtée la baisse aujourd'hui. Elle s'est pas arrêtée de manière fortuite, puisqu'elle s'est arrêtée pile poil. Alors ça, c'est pas la matrice pour demain, c'est simplement le bilan de la matrice proposée pour lundi. Et regardez, on ne s'est pas arrêté au hasard, on s'est arrêté sur cette zone de support ici. Lorsque je vous ai proposé cette matrice, c'était ce week-end, on était là. La zone de support était déjà inscrite et vous voyez, on est venu s'arrêter sur cette zone des 6832-6807. Il faudrait casser ça pour aller chercher le fameux niveau des 23,6%. En tout cas, n'oubliez pas de regarder la matrice de trading intraday, ça peut vraiment vous aider si vous êtes un trader très très court terme. En tout cas, voilà où on en est. Est-ce qu'on va aller chercher les 23,6% de Fibonacci? Je n'en sais rien. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on y va, il risque d'y avoir des intérêts acheteurs, mais je considère que c'est surtout ce niveau-ci qui devrait intéresser les traders, parce que tout simplement, le stop loss est facile. Il est en cas de clôture en dessous du support journalier. Okay, regardez maintenant les configurations de chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour est plutôt mauvais, mais pas terrible non plus au regard du fait que la clôture se fasse dans le milieu de la bougie à peu près. C'est rouge, ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, c'est rouge, donc ça veut dire que la pression est baissière sur la journée, mais encore une fois, le fait que l'on soit en train de clôturer, enfin que l'on est clôturé dans le milieu de la bougie, montre non plus que c'est pas la débandade. Surtout que si on regarde les bougies, je vous montre rapidement, pas les bougies, les volumes, pardon, vous pouvez voir qu'il y a des volumes qui sont relativement faibles par rapport à la tendance des 2 dernières semaines. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout pour l'instant de panique en la demeure. Donc ça aussi, ce sont des choses à prendre en considération. Ce qui nous amène donc à la configuration du jour, qui est en fait une étoile du soir. Alors l'étoile du soir, c'est bougie verte pour la bougie 1, bougie rouge pour la bougie 3. La bougie du milieu peut être verte ou rouge, mais ce qui est important, c'est que les corps ne se chevauchent pas. Alors c'est encore plus puissant si les mèches ne se chevauchent pas, si les bougies ne se chevauchent pas. Là, vous voyez, la mèche 1
chevauche le corps de la bougie 2, mais les corps 1 et 2 ne se chevauchent pas plus que le corps 2 et 3. Donc c'est complètement valable. Okay, et c'est ce que j'ai décidé de backtester avec vous aujourd'hui. On va regarder ce qui se passe. Alors attention, les critères sont un petit peu particuliers parce que il faut que ça corresponde à quelque chose qui soit backtestable. Donc je suis obligé de mettre des conditions. 1, je veux que la tendance précédente soit clairement haussière. 2, il faut que les corps ne se chevauchent pas. 3, il faut que la bougie du milieu soit la plus haute. Okay, et on va regarder ce qui s'est passé précédemment. Le backtest sera assorti d'un pouce vers le haut si une fois qu'on a construit une étoile du soir, on va chercher la distance qui sépare la clôture du plus haut de la bougie 2 vers le bas plutôt que vers le haut. Clairement, voilà le niveau de la clôture, voilà la distance entre les plus hauts et la clôture, c'est 1,10. Moi, je fais le pari que lorsqu'on a une étoile du soir, il est plus probable que l'on fasse moins 1,10 plutôt que plus 1,10. Et on va backtester ça. Et c'est parti pour la première occurrence. Alors, j'ai été obligé de remonter jusqu'en 2004 pour avoir mes 30 occurrences, puisque c'est une configuration assez rare. Là, c'est un échec, ça se voit tout de suite, vous voyez. Bougie 1 verte, bougie 2 verte ou rouge, bougie 3 rouge, c'est valable, les corps ne se chevauchent pas. Je prends la distance entre la clôture et le plus haut. A-t-on d'abord fait plus de 50 ou moins de 50? On a fait d'abord plus de 50, on aurait été sorti ici, c'est donc un échec. Regardez ici, un nouvel échec. Okay. La distance entre la clôture et le plus haut de la bougie de 0,43. Est-ce qu'on a fait moins 0,43 ou plus 0,43? On a fait plus 0,43, on aurait été sorti sur cette bougie-ci. Un échec. Et voilà le premier succès. Alors elle est moche comme tout cette bougie, mais c'est bien une étoile du soir. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 1,36 ou moins 1,36? On a d'abord fait moins 1,87, donc c'est un succès. Allez, on enchaîne. Un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un succès, un succès. Alors là, j'ai encadré parce que ce sont des cas un petit peu particuliers sur lesquels il est intéressant que vous vous penchiez. Regardez, là, on dirait que c'est un doji, mais en fait, le corps, il est tout petit, mais il est bien rouge. Croyez-moi sur parole, donc c'est valable selon les critères qu'on a établis. Après, vous savez, c'est pas très grave si c'est pas très conventionnel. Ok, ce que vous backtestez, à partir du moment où c'est backtesté et que ça fonctionne, ça a droit de citer. Hein. Un échec. Encore ici, j'ai pas tenu compte de ce cas-là parce que vous voyez, ça a fonctionné, mais on n'était pas en période de hausse avant, donc j'en ai pas tenu compte. Encore ici, alors je n'avais pas tenu compte non plus de celui-là parce que j'ai considéré que même s'il s'agissait d'un succès, le sommet il était plutôt sur cette bougie-là plutôt que cette bougie-là, donc ça me gênait. Encore une fois, ça aurait été un succès, mais j'en ai pas tenu compte. Un échec. Là, pareil, je n'avais pas tenu compte parce qu'on n'était pas en période haussière précédemment, comme ici, comme là non plus. Pourtant, ce sont des cas qui ont marché. Il serait intéressant de backtester toutes les étoiles du matin, du soir, hein, d'ailleurs. Enfin bon, un succès. Encore un succès. Là, pareil, je n'en ai pas tenu compte parce que la bougie 3 va plus haut que la bougie 2. Non, je n'avais pas tenu compte ici parce que ça se chevauche très légèrement à 1/100 de point. Un succès, un succès, un succès, un succès, un échec, un échec, un échec, un succès, un échec, un échec, un succès, encore un succès, encore un échec, encore un succès, encore un succès, et ça y est. On arrive en 2004, hein, 2005 en fait. Et on arrive à un taux de réussite qui est de 60%, puisque sur les 30 dernières occurrences, ça a fonctionné 18 fois et ça a échoué 12 fois. Donc, si on part du principe qu'on risquait 100 et on gagnait 100, pour faire simple, on aurait gagné, ou 1000, hein, on s'en fiche, hein, 60 fois 1000 et on aurait perdu 40 fois 1000, autrement dit, on aurait gagné 20 000, ou si vous préférez, non, je raconte n'importe quoi, sur les 30 dernières occurrences, c'est 18 fois 1000 et on aurait perdu
perdu 12 fois 1000, autrement dit, on aurait gagné 6000, ou si vous voulez, avec des centaines, on aurait gagné 1800 et on a perdu 1200. Donc ça, c'est rentable sur les 30 dernières occurrences, c'est avec un profit factor de 1,5, c'est-à-dire que on risque, chaque fois qu'on risque 100, on peut gagner 150. Puis vous avez dû remarquer quand même que quand ça fonctionne très bien. Donc j'ai refait le backtest en regardant ce qui se passait avec une prise de profit 2 fois le risque. C'est-à-dire au lieu, je vais vous montrer un exemple ici, de préférence qui fonctionne, mais vous regarderez vous-même là une deuxième fois la vidéo, sinon ça va être trop long. Regardez ici, ok. J'ai regardé donc ici, si je prends pas mes profits sur 0,47, enfin moins 0,47 mais le double, hein, donc moins 0,94, donc en fait je vise un ratio gain-risque de 2 fois supérieur à la perte. J'ai refait le backtest et j'ai mis une flèche vers le haut quand ça fonctionnait et une flèche vers le bas quand ça fonctionnait pas. Bon, quand ça ne fonctionne pas pour un ratio gain-risque 1, ça ne peut pas fonctionner pour un ratio risque 2. Voilà. Là, ça fonctionnait avec un ratio gain-risque de 1, mais ça ne fonctionne pas avec un ratio gain-risque de 2. Et je suis arrivé à une baisse conséquente du taux de réussite, puisqu'on est à 13 succès et 17 échecs. Mais sur les 30 dernières occurrences, c'est intéressant quand même, puisque étant donné qu'on a gagné 13 fois 200 et qu'on a perdu 17 fois 100, le bénéfice, le profit passe de 600 à 900, autrement dit un profit factor de 2600 divisé par 1700 de 1,53 qui est meilleur. Je suis pas en train de vous dire, si vous débutez, que c'est ce qu'il faut faire, que vous aurez plus de chances de gagner, parce que vous avez plus de chances de perdre. Mais sur les 30 occurrences, il aurait été plus rentable de le faire quand même. Ce qui veut dire que, clairement, là, si on prend la distance entre la clôture et le plus haut, 1,10, il est plus plausible si le backtest était valable, et il n'est pas valable parce que 30 occurrences, ça ne suffit pas pour tirer des conclusions. Si ça avait été valable, il était plus plausible que l'on fasse moins 1,10, qu'on repasse au-dessus des précédents sommets. Mais si on veut prendre plus de pertes, mais qu'on regarde sur une série de 30, il est plus intéressant en termes de profit de viser en fait le double. Viser moins de 20, ce qui nous amènerait d'ailleurs au support journalier, que la solution précédente. Voilà. Ce qui nous amène pour terminer aux éléments techniques. Donc les bandes de Bollinger se resserrent. Attention, fin de la tendance haussière au regard des bandes de Bollinger. On a la moyenne mobile à 200 jours qui est évidemment toujours ascendante. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus. La tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante. Et non, on n'est pas au-dessus. Ok, elle est ascendante, mais on a cassé la M7. Mais bon, on va attendre une bougie de confirmation. Mais pour l'instant, il s'agirait d'une fin de tendance haussière immédiate. Moyenne mobile à 50 jours ascendante, on est au-dessus. Donc la tendance de fond est haussière. Regardez le SAR, il risque d'être cassé demain. C'est un signal qu'on a déjà backtesté, on y reviendra. Et, ah oui, j'ai oublié, la bougie Aikinashi du jour, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout, puisque vous voyez, elle est rouge, elle n'a pas de mèche haute, donc c'est une bougie qui est baissière. Et par contre, le 3 line break n'a pas encore délivré de bloc rouge, donc pas d'alerte au niveau de 3 line break. Ok. Et on termine avec les autres indicateurs techniques, que des choses qu'on a déjà backtestées. En l'occurrence ici, le RSI qui sort de sa zone de survente en passant en dessous de 70. C'est un signal baissier qui a été backtesté, c'est pas bon. Le CCI qui sort de sa zone de surachat qui passe à 79, c'est pas bon non plus, ça a été backtesté. Revoyez mes anciennes vidéos. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, bon, sur le fond, ça reste quand même extrêmement haussier. On a déjà vu ça, puisque... attendez, je vais agrandir. On a toujours les cours qui sont au-dessus d'un nuage qui est ascendant. Donc la tendance de fond, elle est haussière. La Kijun est ascendante, on est au-dessus de la tendance générale haussière. Regardez, la Tenkan a bien joué son rôle de support dynamique. Des traders Ishimoku ont acheté ça, même si la plupart achèteront surtout la Kijun. Donc ça reste quand même haussier. Et on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes baissier, ben voilà, on a backtesté quelque chose, vous pouvez continuer à backtester. Si ça vous intéresse, vous pouvez trader ça. Donc le ratio gain-risque qui sera de 1.
mais vous avez plus de chances de gagner que de perdre. Si vous voulez acheter maintenant, moi je pense que le plus simple c'est d'attendre un retour sur le support journalier. Maintenant il y aura toujours certains qui vont acheter les 23,6% avec un stop loss en dessous, hein. C'est-à-dire que si vous achetez ici sur les 23,6, que vous visez un retour sur les plus hauts à 2,06% avec un clôture en dessous des 23,6%, par exemple à moins 0,6, vous avez un très bon ratio gain-risque, et pourquoi pas ne pas envisager que ça consolide très peu avant de remonter, hein. C'est pas stupide. Maintenant moi je vais plutôt acheter ici sur le support journalier, et je vais même parier qu'il sera bien enfoncé. Donc si on va chercher par exemple le 6670, bien enfoncé je pense, hein, les 6660, ouais, 6170, je prendrai une position à l'achat, mais je pense pas que ça sera pour demain de toute manière. Quant à moi, vous savez que je suis flat, hein, puisque j'ai pris mes profits sur 6900. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris sur 6900? Parce que c'est un chiffre psychologique, et puis j'avais mon ratio gain-risque qui était satisfaisant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo l'analyse technique de moyen terme si vous ne l'avez pas vu, l'analyse technique de l'or, la préparation de la semaine de trading, et également mon nouveau format pour les cryptos, ceux qui veulent accumuler progressivement du Bitcoin ou de l'Ethereum sur des points clés. C'est équivalent à ce que je propose sur l'or en fait, hein. C'est pas pour les traders, c'est pour les accumulateurs qui veulent accumuler petit à petit du Bitcoin ou de l'Ethereum. Pensez à regarder la préparation de la semaine de trading crypto. C'est à la fin de cette vidéo. À demain pour la mise à jour.